Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Nous sommes, vous le voyez, au cœur du Salon de l'Agriculture à Paris, émission spéciale des rédactions de France 3, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, une émission spéciale consacrée à notre nouvelle région. Géraldine. Effectivement Vincent, nous sommes ensemble pour une heure d'émission, ici sur le plateau du village de France Télévisions, installé au cœur du hall des régions, et nous avons la chance d'avoir une vue directe sur ce nouvel espace Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Alors évidemment aujourd'hui on parle d'agriculture à l'échelle de ce nouveau territoire. Quels enjeux, quelles solutions face à la crise, quelle politique régionale pour soutenir nos agriculteurs? Et pour nous accompagner durant cette émission, Philippe Mangin, vice-président du conseil régional chargé de la ruralité et de l'agriculture. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes par ailleurs agriculteur dans la Meuse et président d'une coopérative, autant dire que vous connaissez bien le secteur. Mais avant de vous entendre, on va retrouver un autre Lorrain, Mathieu Morel. Il est au stand de la région. Bonjour Mathieu. Bonjour Géraldine, bonjour Vincent. Oui, comme vous, je suis dans ce grand hall 3 où sont rassemblés tous nos producteurs de notre région dans ce nouvel espace, le tout premier de notre grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Je vous ai concocté un petit menu pour cette émission, un fromage cœur de massif, du champagne brut, un jus pomme bio 100% fait dans notre région. Vous allez le voir, le menu est plutôt alléchant. A tout de suite Mathieu, je sens qu'on va se régaler. Philippe Mangin, ce salon d'agriculture, il touche à sa fin. On peut dire que ça n'a pas été tous les jours champagne. On a d'ailleurs vu ce salon démarrer avec de la tourmente, un président de la République qui a été particulièrement chahuté, même insulté. Est-ce qu'ils ont eu raison, les agriculteurs, de chahuter comme ça le président de la République ? C'est un salon qui se déroule dans un contexte de crise d'une intensité qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Donc il y a un profond désarroi qui frappe les agriculteurs. Bien évidemment que l'accueil qui a été réservé au président de la République, pardonnez-moi, n'est pas acceptable sur le fond. C'est le président de la République. Mais pour autant, vraiment, les difficultés sont telles qu'il y a une peur, un désarroi, un manque de lisibilité de la part des agriculteurs qui les amène vraiment à cette... Qui explique, qui n'excuse pas, mais qui explique en tout cas leur attitude. Oui. On sent que les politiques françaises sont quand même à la traîne, un peu coincées entre Bruxelles, les grands groupes de l'agroalimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui les politiques ont encore un rôle à jouer, ou est-ce que ça devient vraiment quelque chose d'illusoire ? Mais bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, cette crise, c'est un peu la chronique d'une crise annoncée. Nous savons depuis quelques années que nous allons dans le mur, notamment depuis la dernière réforme de la politique agricole commune, qui s'est retiré de toute mission de régulation des marchés. On distribue des aides aux agriculteurs, mais on n'intervient plus dans la régulation des marchés. Or, c'est un métier qui ne vivra jamais à l'abri des crises. Crise climatique, crise économique, parce que la nature peut être trop généreuse, et on se retrouve avec des productions en abondance, crise sanitaire, crise géopolitique. Mais c'est à quel niveau que ça doit se gérer ? Eh bien, Bruxelles doit avoir ce rôle de protecteur et de gestionnaire de crise. C'était d'ailleurs le but de la création de la politique agricole commune, protéger. Oui, tout à fait. Ils ont tout raté là ? C'est complètement raté au sens où on s'est retiré de ce rôle de régulation des marchés et de protection des agriculteurs vis-à-vis des crises. Et il faut absolument retrouver cette mission de l'Europe pour son agriculture, avec de nouveaux instruments. Là où on se trompe, c'est quand on réclame le retour à des instruments du passé. L'aide à l'exportation, les taxes aux frontières, tout ça, ce sont des armes qu'on doit oublier. Et il faut réinventer des mécanismes qui permettent de protéger les agriculteurs, l'assurance, le contrat, comme ça peut exister dans d'autres continents, aux États-Unis, qui interviennent quand les cours sont bas pour protéger les agriculteurs, et se retire quand le marché, à lui seul, suffit à rémunérer les paysans. Philippe Mangin, je vous propose tout de suite de faire plus ample connaissance avec l'agriculture de notre nouvelle région. Une chose importante à retenir, l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine est la deuxième région agricole de France en valeur produite et en surface agricole. Nous sommes juste derrière le Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, nouvelle région elle aussi. Le point avec Bintou Sidibé. Avec un territoire grand comme la Belgique, l'Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine devient la deuxième région agricole de France. Une grande région de 3 millions d'hectares qui compte aujourd'hui 49 500 exploitations. 35% concernent l'élevage, 33% la viticulture et 29% sont consacrés aux grandes cultures. L'élevage.
La Cale représente la 5e région productrice de viande ovine et bovine. La majeure partie des fermes se situe en Champagne-Ardenne et dans les départements lorrains comme la Meuse. La nouvelle région compte également plus d'une centaine d'établissements de fabrication de produits laitiers. Côté céréales, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine se retrouvent parmi les principaux producteurs. Première région pour l'orge, le colza, le chanvre et 3e pour le blé, grâce notamment au champenois. 2e région pour le maïs, majoritairement produite par les Alsaciens. La fusion des 3 régions, c'est aussi un vignoble plus grand et plus riche. On compte désormais 16 375 exploitations viticoles. Près de 80% sont implantés en Champagne-Ardenne. Chaque année, plus de 500 millions de bouteilles de vin et de champagne sont vendues dans le monde. Une économie agricole qui, malgré la crise, représente près de 10 milliards d'euros de valeur ajoutée et plus de 100 000 emplois directs et indirects. L'agriculture, la viticulture et l'agroalimentaire représentent 53% du territoire de la Cale. Un nouveau paysage que les Alsaciens, Champenois et Lorrains devront désormais apprendre à administrer ensemble. Et oui, un nouveau territoire à administrer. Philippe Mangin, vous êtes le nouveau et premier vice-président chargé de l'agriculture dans cette nouvelle région. Comment mener une politique agricole cohérente dans 3 ex-régions si différentes ? Écoutez, je crois qu'il faut redonner de la lisibilité aux agriculteurs et avoir une politique qui ne consiste pas à saupoudrer, ça et là, des aides diverses et variées. Nous, on veut retenir 3 axes majeurs et co-construire avec les organisations professionnelles cette nouvelle politique. 3 axes. Mais si on ne saupoudre pas, est-ce qu'on risque pas d'oublier quelqu'un ? Non, parce que quand on parle de modernisation, c'est le premier axe, ça concerne toute la chaîne alimentaire et pour toutes les agricultures de cette région, quelle que soit sa diversité. Quand on parle innovation, ça concerne aussi tous les acteurs. L'innovation, ça concerne l'agriculture bio, par exemple. Ça concerne la viticulture, ça concerne les productions industrielles qui sont beaucoup transformées dans la région Champagne. Et puis le 3e axe, c'est la structuration des filières. Parce que Ça veut dire quoi, structurer une filière ? Ça veut dire être en capacité de mieux répondre aux attentes du marché. Les marchés locaux, on voit que les cantines scolaires, par exemple, ne savent pas s'approvisionner localement, elles le demandent et nous ne sommes pas organisés en face pour répondre à leurs demandes. La grande distribution, les marchés à l'export, face à toute cette demande, il faut s'organiser. Philippe Mangin, vous disposez d'un budget qui est quand même important, on va le voir, 100 millions d'euros par an de fonds européens pour la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, auquel il faut ajouter encore 17 millions d'euros de fonds purement régionaux. Cet argent, je pense à l'argent de l'Europe, vous avez une marge de manœuvre pour choisir comment l'utiliser ou alors il y a des directives précises ? Alors d'abord, il y a l'argent de la région, 17 millions. Là, on a une totale liberté quant à son utilisation. S'agissant des crédits européens, ils ont été contractualisés. Et d'ailleurs, par les collectivités précédentes, par les 3 régions précédentes. On a un peu de marge de manœuvre, mais pas suffisamment. D'où notre volonté aussi de rediscuter avec Bruxelles, d'abord pour harmoniser ces 3 politiques, et puis essayer de renforcer les points sur lesquels nous considérons que nous allons être un peu faibles. Je parlais de l'agriculture biologique. Je suis persuadé que les crédits sont insuffisants aujourd'hui pour répondre à la demande des agriculteurs et à celle du marché. La nouveauté, Philippe Mangin, cette année, c'est cet espace commun de la nouvelle région. Donc l'Alsace, Champagne-Ardenne et la Lorraine ont dû s'organiser. C'est un espace que Mathieu Morel a exploré en long et en large. Mathieu, on va vous retrouver. Vous êtes en compagnie de Jean-Luc Pelletier, le président de la Chambre d'agriculture, donc Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Le tout premier président de cette nouvelle chambre régionale, Géraldine. Jean-Luc Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. D'abord, ce salon touche à sa fin. Est-ce que c'est une réussite, ce premier salon, pour nous, Alsaciens, Champardonnais, Lorrains, réunis ensemble ? Oui, je pense que pour nous, c'est vraiment une réussite. C'est la réussite d'avoir, dans un délai le plus court, à avoir pu rassembler autant d'exposants d'une part, et puis mettre en place effectivement une harmonisation de cette grande région à travers le stand Prestige. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque vous parlez de ce stand Prestige, vous êtes installé, est-ce qu'on a gagné en visibilité ? Alors, je pense qu'il y aura encore des choses à faire, mais effectivement, le rassemblement de nos stands Prestige initiaux nous amène aujourd'hui effectivement à réorganiser. Et je pense que
les années suivantes, on va remodeler sûrement ça pour donner plus de lisibilité encore. Mais ça veut dire que vous avez déjà vu aussi passer beaucoup de monde. Il y a eu du succès ici pour nos producteurs. Oui, cette année, là, on a vraiment vu passer beaucoup de monde. Et les gens sont satisfaits effectivement de voir rassembler autant de produits, autant d'exposants au même endroit. Alors les visiteurs, c'est bien, mais les retombées économiques, c'est plus important pour vos producteurs. Est-ce que justement, ce salon a bien fonctionné de ce côté-là? Est-ce que la marque Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine commence à parler? Oui, je pense que la marque parle. Hélas, je pense que le salon a été un peu moins dynamique que ce que l'on connaissait auparavant, en l'occurrence économiquement. Oui. Mais vraiment, la marque et le stand Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace a vraiment bien fonctionné en présence de visites. Est-ce que vous aussi, entre Alsaciens, Champardonnais et Lorrains, vous avez appris aussi, entre producteurs, à mieux vous connaître? Parce que vous ne connaissiez pas forcément. Oui, c'est fabuleux. Je veux dire, on a fait des rencontres là qu'on n'attendait pas avec autant de monde autour de nous. On était voisins les uns des autres et on se connaissait à peine. Et je pense que ce salon, c'est vraiment le moment de rencontre exceptionnelle que l'on a pu créer. Et chacun a gardé son identité? Chacun garde son identité avec ses produits, effectivement. Mais il y a déjà des grands projets de faire ensemble un certain nombre de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour l'année prochaine? Je pense que l'année prochaine, il faut, vous l'avez dit, peut-être donner plus de lisibilité. En l'occurrence, cette grande région, il faut qu'elle ait un nom. Il faut à tout prix qu'elle ait un nom. Ça sera son identité. Et au-delà de ce nom, il faut qu'on soit tous sous la bannière de cette grande région, avec l'ensemble de nos produits que l'on va emmener ensemble au plus haut lieu. Merci beaucoup Jean-Luc Pelletier, vous l'aurez donc compris. Rendez-vous l'année prochaine dans un stand qui ne s'appellera plus Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine, mais avec un nouveau nom donc. Oui, on voit en tout cas la région se matérialiser pour la première fois, bien sûr, dans ce salon. Philippe Mangin, justement, on sait que la région manque d'identité, elle se cherche encore un nom. Est-ce que l'agriculture peut aider à cette recherche d'identité? Est-ce que ça peut être une identité commune? En tout cas, l'agriculture est un secteur économique tellement important, un secteur qui occupe plus de la moitié du territoire. Cette grande région, elle est très rurale aussi. Bien sûr qu'on a des belles métropoles, mais on a d'immenses territoires ruraux. Je pense que tout ça est en tout cas inclus dans la réflexion qui est conduite pour essayer de fédérer, de trouver une identité à cette région. Mais nos terroirs, nos produits, cette viticulture extraordinaire, championne du monde que nous connaissons, va sans doute faciliter l'exercice de la recherche d'un nouveau nom. Alors justement, comment la soutenir, cette agriculture? On va rentrer dans le vif du sujet et parler d'élevage. Avec vous, Luc Véry, bonjour. Vous avez rejoint, et je sais que ça n'a pas forcément été facile de laisser votre troupeau. Vous êtes éleveur de vaches salers à Puiseux dans les Ardennes. Alors vaches salers, vaches à viande, secteur en crise. Vous êtes allé manifester ces dernières semaines? Oui, je suis allé manifester. Et puis aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez invité que je suis venu. Sinon, je n'avais pas envie de venir au salon. Malgré qu'aujourd'hui, on est en train de montrer le meilleur de ce que la France peut faire. Je n'avais pas envie de venir parce que je ne suis pas dans une période où c'est gai d'être agriculteur. C'est dur parce que... Parlez-nous un peu de votre ferme. Vous avez combien de vaches? Qu'est-ce que vous produisez? Alors, je suis en polyculture élevage sur le secteur des Ardennes, donc entre Rethel et Charleville-Mézières. On est dans un système polyculture élevage qui nous convient très bien parce qu'on a des cultures, on a du fumier qui provient de nos élevages. On peut amender nos terres avec notre fumier, donc pour moi, c'est un système cohérent. Donc c'est un système que nos anciens ont toujours fait, et puis pour moi, c'est bon. Mais aujourd'hui, on n'en vit plus. Aujourd'hui, on n'en vit plus. Alors le vrai souci pour vous, c'est le prix de la viande, le prix d'achat de la viande? Aujourd'hui, c'est le prix de la viande, mais on a tellement de barèmes. Moi, j'ai beau bien travailler ou mal travailler, je ne serais pas bien rémunéré de mon travail. Dites-nous concrètement, votre viande, on vous l'achète à combien du kilo et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour gagner votre vie? Aujourd'hui, on me l'achète entre 2 et 3 euros, ça dépend des classifications de la viande. Et pour commencer à en vivre, il m'en faudrait 4 euros. C'est pas grand-chose. Vous êtes en train de me dire que vous travaillez à perte? On travaille à perte aujourd'hui. C'est les céréales, entre guillemets, qui me sortaient du panier. Mais aujourd'hui, les céréales ne payent plus non plus, parce qu'on a des prix de marché qui nous descendent. Vous avez déjà songé à tout laisser tomber? On ne peut pas laisser tomber. Aujourd'hui, j'ai une ferme, j'ai des fermiers à qui je loue des terres. Je leur loue des cultures et des prairies. Demain, si je leur dis j'arrête mes prairies, ils me diront je te loue plus mes cultures non plus, donc je ne peux pas arrêter. En 2 mots, comment vous l'expliquez, cette situation? Cette situation, moi je dirais aujourd'hui, on est dans un prix mondial. On ne peut pas, aujourd'hui, je ne peux pas dire, la France va dire qu'on achète notre viande à 4 euros. Mais il y a les charges aussi. Les charges ne sont pas du tout les mêmes.
Nos voisins n'ont pas les mêmes charges, on dit toujours nos... Justement, Luc Véry, François Hollande a annoncé une baisse des cotisations sociales pour les exploitations agricoles. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre exploitation? Aujourd'hui, il y a une enveloppe de 25 millions d'euros qui est débloquée. L'enveloppe, elle est sortie de chez eux, mais elle n'est pas arrivée chez nous. Moi, aujourd'hui, je peux vous sortir mon livre comptable. Je ne peux pas vous dire, il y a une ligne qui me dit, aujourd'hui, j'ai autant d'hectares, ils m'ont donné autant, ou j'ai autant de vaches, ils m'ont donné autant. Rien n'est arrivé sur les exploitations françaises. Philippe Mangin est face à vous, vous avez envie de lui dire quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est des gens de terrain. Je vous connais un petit peu avant. Vous êtes aussi une personne de terrain. J'aimerais bien qu'on construise quelque chose ensemble. Et c'est pas juste au moment des élections qu'il faut venir nous promettre quelque chose. Il y a un ras-le-bol, vous le savez bien qu'il y a un ras-le-bol économique. Et aujourd'hui, des exploitations qui ne se relèveront pas. Peut-être la mienne aussi. Peut-être que demain, je serai plus agriculteur. Mais quoi faire demain? Et puis Très concrètement, Luc Véry, vous voulez quoi? Plus de simplification? Vous voulez qu'il y ait des aides d'urgence de la part de la région? Vous voulez quoi? Je ne veux pas que ce soit une usine à gaz. Aujourd'hui, on va dire il y a une enveloppe. Il faut autant de pourcents d'endettement. Il faut être dans cette case-là pour pouvoir avoir ceci. Il faut avoir ceci, il faut avoir cela. C'est vrai qu'on a dit qu'il ne faut pas que ce soit un pansement non plus. Mais il faut que ça aide notre agriculture régionale qui est très diversifiée. Quelque chose de plus simple, donc 100 millions d'euros par an, on le disait, Philippe Mangin. Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de simplification? 100 millions, c'est beaucoup, mais c'est très peu. Et en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est apporter un complément de revenus à chaque éleveur qui suffirait à lui sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, les éleveurs sont les premiers à le dire. J'allais dire les premiers qui n'ont aucune envie de ça, finalement. Ras-le-bol des aides. On veut vivre de nos prix, on veut vivre de notre travail. Donc, le rôle de la région, c'est pas de se substituer à Bruxelles ou au gouvernement, c'est de voir, puisque notre mission, c'est celle du développement économique, comment on peut se tracer une feuille de route pour les 5 ans qui viennent, qui redonne de la lisibilité et qui aide les agriculteurs à sortir durablement la tête de l'eau. Tiens, juste à vous dire que dans les 100 millions, il y a déjà le premier pilier de la PAC qui a été enlevé. Oui. On ne l'a plus. Oui. Donc c'est plus de 100 millions aujourd'hui. Hein. Oui. Faut le dire aussi. Très concrètement, vous parlez de modernisation tout à l'heure. La région peut aider à investir les agriculteurs. Ça veut dire quoi? Vous pouvez les aider en quoi? Je crois que ce qu'on a pu constater depuis quelques années déjà, c'est que nos concurrents, ce ne sont pas les Brésiliens dans la viande bovine. Ils l'ont été à une époque. Ou les Argentins. Ce sont nos voisins. Allemands, du nord de l'Europe, de la Pologne, etc. Donc la région, elle aide à acheter des machines pour produire plus Donc, si nos voisins sont devenus des concurrents redoutables, c'est parce qu'ils sont plus compétitifs que nous et qu'ils produisent à moins cher que nous. Donc il faut qu'on aide les éleveurs français à produire à moins cher qu'ils ne produisent aujourd'hui. Comment concrètement, si on prend l'exemple de notre éleveur ici, comment pouvez-vous produire à moins cher? Est-ce qu'on peut faire encore moins cher que des vaches dans un pré? Je vais peut-être le dire en chantant, parce que quand je parle, on ne m'écoute pas, mais baisser nos charges. Les Allemands ne travaillent pas aux mêmes charges que nous. Oui. Aujourd'hui, on a des bêtes des bêtes françaises qui partent en Allemagne, qui se font transformer en Allemagne et qui reviennent dans nos assiettes en France moins cher que la viande qu'on peut produire en France. C'est pas normal. Personnellement, c'est pas normal. L'autre point sur lequel il faut qu'on agisse, c'est qu'on réussisse à créer un peu de rareté sur le marché. Parce que les clients de notre éleveur, ils profitent un peu de la situation. Il y a surabondance. Il faut qu'on arrive à créer un peu de rareté. Donc, développer le débouché local. On va en parler. Autant que le débouché à l'export. Vous voulez l'aider à produire plus. Très concrètement, la région, elle peut financer quels investissements? En 2 mots, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. La modernisation des exploitations, des bâtiments, de la mise aux normes, de l'innovation, de la robotisation, dans l'accompagnement de la génétique, enfin, tout ce qui peut concourir à faire que l'éleveur soit plus compétitif, mieux armé, la région va l'accompagner. Philippe Mangin, Luc Véry, les éleveurs vont mal, mais pas tous. C'est le cas en Alsace des producteurs de lait de vaches vosgiennes. Quelle est leur méthode? Mathieu, vous êtes toujours sur le stand de la région. Oui, effectivement, Vincent, Géraldine, la solution pour eux qu'ils ont trouvée, c'est de valoriser leur lait. Alors, dans le massif vosgien, vous connaissez sûrement déjà le Münster, vous connaissez la Barcasse, la Tome de montagne, mais ils ont eu une idée de créer carrément un nouveau fromage. Bonjour, Evelyne, vous représentez la fromagerie de la vallée de Münster, et ce nouveau fromage, voilà, il est là, il s'appelle le Cœur de Massif. Il est fait exclusivement avec du lait de race vosgienne, c'est cela? Oui, c'est ça, je confirme. Donc c'est notre dernier né de notre gamme qui a été fait donc, sur notre fromagerie.
donc qui est issu uniquement de la race vosgienne. C'était plus intéressant pour les producteurs de lait de faire du fromage que de vendre leur lait aux laiteries? Exactement, c'est pour valoriser donc la valeur donc, sur leur lait aussi. Ce qui leur permet aussi de le ramener dans notre fruitière, c'est de ne pas avoir à l'exploiter en individuel, donc de faire un groupe. Et puis c'est un débouché assuré puisqu'il faut savoir qu'il faut à peu près 500 litres de lait, hein, c'est ça, pour faire un fromage exactement, comme ça. on tourne à 70 litres de lait pour faire un fromage. Et ce qui fonctionne aussi, parce que votre fromage se vend bien, c'est parce que c'est une méthode traditionnelle aussi. Il faut aussi trouver de la valeur ajoutée, mais pas faire de l'industriel, c'est ça? Exactement. Il est fait à l'ancienne, il est fait à base de lait cru. Tous nos fromages sont faits au lait cru. Et nous tenons à ce que ce fromage-là soit uniquement fait dans le massif vosgien. Vous êtes pour l'instant 13 producteurs, vous êtes mis en coopérative pour faire ça. Est-ce que vous pourriez donner l'exemple à d'autres producteurs de lait? Alors peut-être vous êtes l'exemple à suivre? Je pense qu'il y a d'autres producteurs déjà qui sont venus nous voir, effectivement, et qui sont en train de monter un projet pour faire exactement la même chose sur nous. Merci beaucoup Evelyne. Donc voilà, Géraldine Vincent, un exemple peut-être à suivre pour des producteurs de lait, valoriser leurs produits en créant carrément un nouveau fromage. Oui, effectivement, Luc Véry, vous faites de la viande et pas du lait, vous êtes dans les Ardennes et pas dans les Vosges, vous n'allez pas faire du Munster, mais c'est un exemple de valorisation. Ils font du lait, ils le transforment en fromage et ils arrivent à s'en sortir. Est-ce que vous avez essayé de valoriser la viande ardennaise? Mais déjà, j'aime bien les Vosges. C'est un très beau, il se débrouille très bien, il y a de très bons produits. Après, vous avez entendu, il y a 13 producteurs. Aujourd'hui, on va en rajouter 15 ou 20. Ils ont peut-être 2 € de plus-value sur du lait normal. Demain, ils se battront pour sortir, parce qu'ils n'y arriveront pas. Vous n'y croyez pas? Si, j'y crois, mais dans une niche. Et dans une niche, on ne met pas 40 chiens. On va en mettre 10 maximum. Je veux dire, les niches, c'est très bien. Moi, je veux bien faire du circuit court. Je tue mes bêtes personnellement pour manger de la viande chez moi, mais je ne peux pas en tuer 40. Je ne connais pas personne autour de moi. Les Parisiens ne viendront pas dans les Ardennes acheter de la viande. C'est des circuits courts, on le dit bien. Il y a 80% de la production qui doit être, entre guillemets, pour tout le monde. Et 20% de niche, de circuits courts et de produits de luxe. Parce que pour moi, du fromage comme ça, qui est un très bon fromage, c'est un produit de luxe. Alors Philippe Mangin, on a vu l'exemple des Alsaciens de la vallée vosgienne qui marche bien. Certes, alors vous un peu pessimiste, Luc Véry qui nous dit que quand ils seront trop nombreux, ils s'en sortiront plus. Est-ce que c'est pas en multipliant ces initiatives localement qu'on peut aussi trouver des solutions? Si, et il ne faut surtout pas opposer un modèle contre un autre. Il ne faut pas opposer les opportunités du circuit court et du marché de proximité aux opportunités de la grande consommation des marchés européens ou internationaux. Mais revenons clairement sur l'exemple, la viande. Il existe des producteurs, en tout cas nous en Alsace on en a quelques-uns, qui vendent leur viande en cassette avec un abonnement par mois, par tous les 2 mois. C'est possible ça dans les Ardennes? Ça vous semble anecdotique? Est-ce que c'est possible? Il y en a. Non, mais oui, il y en a. Moi, demain, je peux le faire. Aujourd'hui, j'ai 40 vaches en conventionnel. Demain, je le fais avec 20 vaches. Non, mais je ne peux pas le faire avec 40 vaches. Tout le monde ne pourra pas le faire. Tout le monde ne pourra pas le faire. Je vais vous donner un élément. Sur la seule région de la Lorraine, il y a 90 millions de repas par an pris en collectivité, dans les cantines. Cantines scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants d'entreprise. 90 millions de repas. On est aujourd'hui incapable de proposer des produits de la région. Alors, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec nos invités suivants, effectivement. Il y a une organisation, en tout cas, à trouver. Voilà, il y a du circuit court à organiser en regroupant les agriculteurs. Je dirais même pas du court, je dirais du local. Du local, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un environnement, parce que souvent on dit que les agriculteurs polluent. Il ne faut pas dire acheter un bout de viande dans les Ardennes aujourd'hui, c'est un petit peu entretenir l'environnement, c'est acheter un bout de territoire. C'est avoir une très belle campagne. Luc Véry, on a bien compris que vous ne croyez pas au bio ou au label, hein. Vous avez le sentiment que c'est un marché de niche, mais est-ce que vous avez le sentiment néanmoins que la viande ardennaise, parce qu'elle est plus chère, doit monter en qualité pour qu'il y ait de vraies différences avec les concurrents allemands ou autres? La qualité aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, que je vende en circuit court ou en conventionnel ou à un marchand de bêtes, ma bête est toujours bonne. Elle est toujours bonne. Aujourd'hui, il y a de la transformation qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je vends à 10. En la transformant d'une certaine façon, le transformateur va gagner 10. S'il a fait d'une manière normale ou en bio, il va gagner que 8. Il y a les marges. Il faut compter sur les marges. Aujourd'hui, les grandes distributions, ils prennent 25. Le reste, excuse-moi de le dire, ils s'en foutent complètement. Eux, ils achètent, ils prennent 25, ils revendent.
L'agriculteur aujourd'hui, c'est un des seuls métiers en France où on a le droit de travailler à perte. Et ça, normalement, on est hors la loi. Et ça, j'aimerais bien que la région le comprenne. Elle le sait, de toute façon, je sais bien que M. Mangin est un homme de terrain et agriculteur aussi. Peut-être pas dans la viande, mais il est agriculteur aussi. Il fait partie de coopérative, il sait ce que c'est. On lui a fait confiance à un certain moment. Mais il faut se structurer. Et puis si c'est un prix mondial, il va falloir baisser absolument en tout cas, les charges. On a compris que il y a encore du travail, messieurs. On va passer à la suite de l'émission. Merci, Luc Véry, d'être venu témoigner. On vous laisse je vous remercie. repartir dans vos montagnes. Alors, on va continuer cette émission. Pas trop de montagnes dans les Ardennes. Dans les Ardennes, Peut-être en précisons. On continue cette émission ici, porte de Versailles, au cœur du salon de l'agriculture. On va tout de suite retrouver Mathieu Morel, qui lui a pris son petit panier à commission. Il est parti au milieu des producteurs. Mathieu, vous avez essayé de trouver des produits bio et la récolte, ce n'est pas très riche. Si, quand même, Géraldine, j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est vrai, je vous l'accorde, il faut quand même aller chercher les produits bio sur les stands de nos producteurs d'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Regardez un peu ce petit panier qu'on vous a conçu. Alors, il y a des choses assez classiques auxquelles vous devez vous attendre. De la confiture, bien sûr, du vinaigre, il y a également de la fleur de sureau, des jus de fruits, et ça marche toujours très bien. Ce pomme betterave rouge, par exemple, est produit en Meurthe-et-Moselle, il est 100% bio. À chaque fois, tous nos producteurs, bien sûr, ont mis la petite étiquette AB. Et puis, pour compléter le menu, regardez, également de la farine de sarrasin bio. Ça vient de Champagne-Ardenne. Peut-être que vous pourrez en parler avec justement vos invités céréaliers, voir si le bio, là aussi, c'est un débouché intéressant pour eux. Et puis les Alsaciens, comme vous êtes, Géraldine, voilà, se mettent aussi au vin bio. Les Lorrains aussi, qui font du vin, ne l'oublions pas, font également du bio. Voilà, il y a une gamme assez complète. Alors effectivement, c'est difficile à trouver, mais il faut quand même se le dire aussi. Et c'est une vérité, c'est un peu plus cher encore que les autres produits. Le bio, ça a toujours un prix. Mais alors Mathieu, en termes de bio, on se situe comment, nous, dans la région ? Alors, on est, on va dire, en milieu de tableau. J'ai trouvé les chiffres. L'Alsace est en tête des 3 anciennes régions. Là-bas, l'agriculture biologique représente 6% de la production. En Lorraine, on chute à 3,5% et on est encore plus bas pour la Champagne-Ardenne à 1,4%. Vous l'aurez compris, le bio, on peut vraiment faire encore mieux, mais il y a encore des marges donc, de progression dans notre nouvelle région. Merci Mathieu. On le voit, cette France a plusieurs visages. Alors, est-ce que c'est le nœud de la discorde ? Est-ce que c'est au contraire une chance ? On en parle dans La Voix est libre avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Régis Jacobet, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, cultivateur à Norlieu dans la Marne. Vous avez 120 hectares en céréales, luzerne et betteraves. C'est ce qu'on appelle de la grande culture. Vous êtes aussi vice-président de la nouvelle Chambre d'agriculture régionale. Et puis Dominique Faucheur, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de l'association Terre de Liens en Lorraine. Alors en 2 mots, je rappelle le principe de Terre de Liens. Vous levez des fonds pour acheter des terres, les proposer à la location à de jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique, la vente directe. Les surfaces bio, on l'a vu, sont pas encore très importantes dans la région. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ou au contraire, est-ce que ça ouvre plein de perspectives, Dominique Faucheur ? On s'aperçoit que le problème du foncier agricole n'est pas nouveau. Il s'amplifie. On n'utilise plus la terre pour le bien commun et pour nourrir nos concitoyens. On le fait, mais on a des fermes qui investissent et d'autres structures qui font de l'investissement sur le foncier agricole. Et ça, c'est dramatique. Et concernant le bio ? Alors, au niveau du bio, Terre de Liens existe depuis 10 ans. En Lorraine, c'est la première fois que vous êtes au Salon de l'agriculture. Ça dit peut-être aussi quelque chose, ça, non ? Oui, ça dit une lisibilité. Depuis 10 ans, on travaille. Il y a une association Terre de Liens dans chaque région et une fondation depuis 2 ans. Et on vient de signer une convention avec la Caisse des dépôts et consignations hier. Donc on a une reconnaissance aussi avec la Fondation de France. Donc notre travail est de plus en plus reconnu. À porter ses fruits, à être reconnu. Voilà. Régis Jacobet, alors vous ici, vous représentez ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle et qu'on a parfois tendance à opposer à l'agriculture biologique. Alors c'est une réalité ou pas, cette opposition ? Comment vous le voyez-vous ? Il n'y a pas d'opposition entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. C'est des modes de production différents. Ils sont tous les deux tournés pour répondre aux attentes des consommateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, et on a des agriculteurs qui pratiquent à la fois sur certaines productions de l'agriculture conventionnelle et puis peuvent en avoir d'autres en agriculture biologique jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment la place pour les deux dans notre région.
de toute façon, le métier d'agriculteur est de répondre aux attentes des consommateurs. On travaille pour nourrir les personnes. Et quand on a des consommateurs qui nous demandent de l'agriculture biologique ou des produits d'agriculture biologique, on aura l'agriculture qui se développe. Et tout à l'heure, Philippe Mangin, il l'a très bien dit, on avait dopé nos plans ambition bio avec un modèle, on vient de les faire là. Et puis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a la réponse des agriculteurs. Alors peut-être que la crise favorise qu'il y a des agriculteurs qui se disent on va aller vers les produits bio parce que ça sera peut-être un peu plus facile, un peu plus rémunérateur ou différent. Donc c'est vrai que... C'est une question d'opportunité aussi finalement, quoi. De toute façon, un agriculteur, alors certains peuvent peut-être produire par philosophie, mais il produit pour vivre de son métier. Si il trouve la meilleure satisfaction, alors c'est pas qu'économique, hein, mais à produire de l'agriculture biologique, à se satisfaire pour ses clients, c'est là où on va trouver des personnes, mais on peut avoir la même satisfaction en agriculture conventionnelle. C'est pour ça que je pense qu'il faut opposer aucun modèle. Dominique Faucheur, est-ce qu'on pourrait se passer des grandes cultures? Est-ce que vous imaginez un monde où il n'y aurait plus de grandes cultures, ou ça, c'est pas quand même jusque-là que vous iriez? Non, nous on n'est pas du tout dans l'opposition, on travaille avec tous les partenaires. Vous connaissiez tous les deux d'ailleurs? Oui, on se connaît, oui, bien sûr. Donc on est plutôt dans un dialogue et on est plus là pour accompagner des actions. On voit au Salon de l'Agriculture, le citoyen, il est très intéressé, c'est dans les gènes. Tout le monde a un arrière-grand-père qui était agriculteur ou paysan. Donc avec nous on propose des solutions. Donc au niveau de nourrir nos citoyens, il y a aussi le mouvement des AMAP. Je prends l'exemple que je connais bien en Lorraine. Alors on va préciser ce que c'est qu'une AMAP. Alors, AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne. C'est un contrat passé entre un producteur et des consommateurs. Moi, c'est même pas circuit court, c'est circuit direct. C'est-à-dire que le citoyen qui a envie de s'impliquer fait un contrat à l'année avec le paysan. Il voit ce que produit son paysan, il le connaît, ça devient un ami, il le soutient. On est en période de crise, il y a un soutien. Si on a des intempéries, le consommateur comprend que c'est difficile et est d'accord pour laisser son panier une semaine ou deux parce que le paysan ne peut pas produire. Et je prends l'exemple c'était utopiste il y a 10 ans. En Lorraine, la première AMAP il y a 10 ans, aujourd'hui 60 AMAP. Ça veut dire 60 maraîchers réinstallés parce que le maraîchage existait avant. Il a été tué avec le système de mondialisation. Donc on ne peut pas l'opposer. On va faire réagir justement Philippe Mangin à ce propos. D'abord sur le bio, est-ce que la nouvelle région a des objectifs en matière de développement de l'agriculture biologique, clairement? Notre objectif, c'est au moins de pouvoir répondre à la demande des agriculteurs qui souhaitent se reconvertir ou se maintenir dans la production biologique. Et aujourd'hui, cette demande, elle augmente, si je vous comprends bien. Cette demande est en train de progresser de façon importante. Et je le disais, nous ne sommes pas sûrs que les crédits soient suffisants aujourd'hui pour à la fois accompagner la reconversion et maintenir l'aide au maintien des agriculteurs bio. Parce que le bio, on oublie de le dire quand même, mais ce n'est pas tout à fait le même prix. Hein. Et l'agriculteur bio sans aide ne survivra pas non plus. Donc la région se doit de mobiliser suffisamment de moyens pour répondre à cette tendance qui est structurelle. Ce n'est pas un effet de mode. Hein. La région y voit en tout cas une solution, une des solutions pour enrayer la crise. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis, il faut répondre à la demande. Régis vient de le dire. On est grosso modo à 5,6 en Alsace, 1,4 en Champagne-Ardenne. Dans quelques temps, vous espérez qu'on soit à combien? Dans 5 ans, par exemple? On va doubler assez facilement. Doubler pendant la mandature. On va doubler assez facilement dans les années qui viennent. D'abord parce qu'il y a une demande du consommateur et même des chaînes de distribution. Quand nous discutons avec les grandes enseignes, elles nous demandent plus de bio et du bio local. Parce que du bio, on en trouve sur le marché européen, voire international. Mais quand on veut consommer bio, encore plus, on veut consommer local. Parce qu'il y a une question économique. Vous confirmerez ça? Il y a une question économique, mais il y a aussi une question environnementale derrière tout ça. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Oui, simplement, je vais être très court, mais on voit, même dans la filière bio actuellement, dans l'élevage, on voit la viande, elle fait 1000 km pour aller se faire abattre, et elle revient dans notre région. Donc au niveau du CO2, c'est dramatique. Et au niveau
Là, j'entendais M. Mangin parler des cantines. Donc la loi est en train de passer. Elle est passée à l'unanimité auprès des députés. Elle est en discussion au niveau du Sénat. J'espère que ça va s'arranger. Mais on a en projet 40% de local, donc de local, 40% de local et 20% de bio dans les cantines de nos lycées. On va en parler des cantines. Vous vouliez réagir Oui. On a un petit peu plus de chiffres, notamment en Champagne-Ardenne, qui sont en mode de production biologique. On a des viticulteurs qui respectent le cahier des charges, mais qui ne sont pas labellisés. Parce que globalement, ils n'ont pas d'intérêt à être labellisés, à avoir les contraintes de la labellisation. Bon, mais c'est peut-être quand même assez anecdotique, non? Parce c'est qu'actuellement, pas... dans le vignoble champenois, c'est 2% de bio. Non, mais déclaré. Mais en méthode alternative, on en a beaucoup plus que ça. Et on en a un grand nombre qui pourraient très vite rentrer dans le cahier des charges bio s'ils y trouveraient un intérêt commercial. Ils sont sur des productions où ça leur met pas quelque chose de plus d'avoir AB sur leur bouteille de champagne. Donc ils pratiquent, voilà. C'est pour ça que ça peut aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Régis Jacobet, un mot sur les grandes cultures. Elles sont souvent montrées du doigt, on l'a assez dit, pour les pesticides et autres. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation? Parce que finalement, c'est bien la question, ce qui est sous-jacente. Globalement, l'agriculture, elle est en perpétuelle évolution. Alors on va les faire tout simple. On prend déjà des techniques de l'agriculture biologique qu'on ramène aux grandes cultures ou qu'on fait en commun parce qu'on a investi dans Vous copiez les techniques de l'agriculture biologique. Vous en inspirez. Non, mais les techniques de l'agriculture biologique, c'est les techniques de l'agriculture d'avant qui ont été sophistiquées avec la mécanisation d'aujourd'hui. Donc on va chercher des herses et trilles. C'est des herses qui passent dans les champs, qui retirent les herbes. Alors ça le fait dans les champs d'agriculture biologique, mais ça le fait aussi dans les autres. Voilà. Après, on a aussi diversifié nos assolements. Donc, on a de plus en plus d'exploitations qui ont de plus en plus de cultures de cirque entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps pour limiter globalement les agents pathogènes qui pourraient arriver. Voilà ce qu'on pratique. Et puis après, on a de l'expérimentation qu'on met en place. Et puis, on crée la ferme 112 pour développer les nouvelles techniques pour l'agriculture de demain. À côté de Reims. Il y a le vice-président qui est avec vous. Alors j'aimerais que chacun dise ce qu'il attend exactement du vice-président. Vous avez parlé des AMAP, vous avez parlé des cantines. Concernant les filières courtes, vous attendez quoi de la région en quelques mots? Et Philippe Mangin vous répondra. Déjà, très directement, nous on s'interroge puisqu'il y a 3 associations Terre de Liens sur les 3 régions. Et on a des salariés, donc il faut qu'on arrive à... Et vous avez des subventions des régions. Vous aviez des subventions des 3 régions. Chacune de nos régions. Bon, je pense que voilà, alors, la demande est passée. Bon, je pense que M. Mangin on a confiance. Mais après, c'est vraiment... Nous, on est aussi de plus en plus dans l'accompagnement des collectivités. Donc des communautés de communes, des futures métropoles. Je crois qu'il y a des actions à mener. Et au niveau de la région, sur le projet cantine, par exemple, tout simplement sur les abattoirs, je pense qu'on peut développer des métiers aussi par rapport à tout ce qui est l'alimentation. Philippe Mangin va vous répondre sur les filières courtes. Qu'est-ce que les régions peuvent faire pour aider les filières courtes? Organiser, structurer, c'est-à-dire travailler avec les clients, qui sont souvent les collectivités, s'agissant de la restauration hors foyer, les grossistes, les industriels et les producteurs. Si on ne réunit pas tous ces acteurs, on n'arrive pas à dire au lycée qu'on est capable de lui fournir X repas pendant 9 mois de l'année. Il faut vraiment créer une chaîne entre ces différents maillons. Ça va faire partie là de vos dossiers principaux. Vous vous engagez? Ah oui. Non, vous engagez ça à combien de lycées sur la région peuvent demain manger local? J'ai plus le chiffre exact du nombre de lycées, mais c'est colossal. Je sais pas, est-ce qu'on passe à 10%, à 20% je vous disais, d'ici la fin du mandat? C'est 90 millions de repas en Lorraine par an. Donc voilà. Ça fait un beau potentiel pour les agriculteurs locaux. Oui. Et à la fin du mandat, vous espérez atteindre quel pourcentage? 50% d'alimentation locale dans les lycées de la région? Quel serait l'objectif? On va faire le maximum. Monsieur vient de le dire à juste titre. Il faut la complicité des abattoirs. Il faut trouver... Vous ne pouvez pas sortir de l'abattoir avec une carcasse de viande et la livrer à la cantine scolaire. Il faut des maillons de transformation. Tout ça, il faut l'inventorier et tout ça, et voir quels sont les acteurs qui sont prêts à répondre favorablement. Et ça fait de l'emploi. Bien sûr. Régis Jacobet, qu'est-ce que vous avez envie de demander à la région?
Plus précisément, pour tout le monde, on vient de signer les FEADER, donc le deuxième pilier de la PAC, donc les programmes sont engagés. Précisément les fonds qui sont de la responsabilité de la région. Donc ça, ces programmes sont engagés, on peut les réviser dans 2 ans, mais pour l'instant, c'est engagé. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin à court terme, on a une grande région agricole, on produit beaucoup, on produit largement plus que ce qu'on pourrait consommer, mais même si on se réveillait toutes les nuits pour consommer, c'est de nous aider à aller chercher des clients à l'extérieur. Et on a des voisins, alors on peut les citer, suisses, allemands, luxembourgeois, qui ont quand même un pouvoir d'achat intéressant. Il faut qu'ils nous aident à aller aussi bien des produits de circuit court que des produits de circuit plus long, à aller les chercher. Par exemple, la bière Ardouenne vient de trouver des clients en Suède. Les poulets labels d'Alsace arrivent à vendre des poulets labels en Finlande. Alors, vous parlez d'aide à l'export, je voudrais juste un mot de Philippe Mangin sur l'aide à l'export et après on ira sur le stand de la région. D'abord, pour vous rappeler que le chiffre d'affaires réalisé par l'agriculture et l'agroalimentaire en dehors des territoires de la région, c'est 5,5 milliards. C'est énorme. 5,5 milliards de production agricole et agroalimentaire qui quittent cette nouvelle grande région. Ça, c'est les filières longues. Bon, c'est effectivement des filières longues. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serait complètement utopiste et suicidaire de raisonner débouchés locaux et seulement débouchés locaux. Vous travaillez sur les 2 solutions. La demande de proximité et toute l'attente européenne et internationale qu'il y a pour les produits français. L'aide à l'export, c'est quoi de la région? Qu'est-ce qu'elle peut faire la région pour aider à exporter en 2 mots? C'est aider des entreprises à être présents dans des salons. Il y a de très nombreux salons très importants dans le monde entier sur l'alimentation. Et c'est en étant présent là-bas qu'on trouve ses clients. Il faut donc qu'on accompagne nos entreprises, qu'on fasse la promotion, qu'on ouvre des bureaux pour que les PME aient accès à l'exportation. Toutes seules, elles n'en ont pas les moyens. Mais si on ouvre un bureau de vente et qu'on réunit 10-15 PME de la région pour vendre nos produits en Asie, on y arrivera. Le temps passe très vite, Philippe Mangin. Je suis désolé, Régis Jacobet, malheureusement on n'a plus le temps. Un grand merci à vous. Merci à vous également, Dominique Faucheur. On va tout de suite parler de vin et de bulles avec vous, Mathieu, toujours sur le stand de la région. Effectivement, Vincent, déjà j'ai envie de vous dire ma satisfaction pour ce premier salon d'agriculture grande région, parce que je suis lorrain et j'ai droit de dire que le champagne maintenant est sur le stand de ma région, puisque le champagne n'est plus que champardonnais mais également alsacien et lorrain. Voilà pour le petit clin d'œil. Vous le savez, les maisons de champagne sont toujours très très bien installées ici, les stands sont toujours très fréquentés, mais il n'y a bien sûr pas que le champagne. Côté bulle, regardez, j'ai aussi apporté avec moi ce crément d'Alsace, c'est le petit frère de bulle du champagne. Petit frère qui a une histoire commune, je vais vous la raconter, Géraldine, Vincent. On est au début du XXe siècle, et bien des champenois autorisent les Alsaciens à copier leur méthode champenoise, on va dire aujourd'hui méthode traditionnelle. C'est avec d'autres cépages, c'est avec du pinot noir et également du chardonnay. En fait, c'est un Alsacien, il s'appelle Julien Dopf. Il part à Épernay pendant 2 ans, il apprend tout sur place et il rentre chez lui pour faire son premier crément. Et aujourd'hui, le crément, sans faire de l'ombre au champagne bien sûr, se vend très bien et s'exporte même dans le monde entier. Merci Mathieu, les liens possibles avec ces différents champagnes. Justement, la Lorraine s'y met, je crois, aux bulles, Mathieu. Également, pourquoi pas la Lorraine aussi qui fait du vin mousseux. Voilà, c'est pas encore du champagne et du crément. Voilà, ça s'appelle 1000 bulles. C'est en train de naître également grâce aux vignerons des Côtes de Toul. C'est un vin mousseux que vous retrouverez peut-être bientôt sur vos tables. Voilà, on fait vraiment entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne du vin mousseux un peu partout. Les liens possibles dans cette nouvelle région entre différentes viticultures. On va en parler tout de suite avec nos invités dans cette dernière et 3e partie de l'émission de vigneronnes, notamment Sylvie Meyer et Anne Grémillet. Bonjour mesdames. Bonsoir. Sylvie Meyer, vous êtes alsacienne, vous représentez le domaine Alphonse Meyer situé à Turkheim et Zimmerbach dans le Haut-Rhin. Votre domaine date du XVIIe siècle. 1624. Et Anne Grémillet, vous êtes champenoise, auboise en l'occurrence. Vous représentez les champagnes Grémillet situés à Balneau-sur-Laigne, une jeune maison née, voilà, une 30aine d'années. Bonjour. Exactement. Et merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous faites stand commun à Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Comment ça se passe, Anne Grémillet? Est-ce que vous avez des contacts avec les Lorrains et les Champenois? Et les Alsaciens, pardon. On est plutôt très occupés sur nos stands, donc on va profiter du dernier week-end pour effectivement faire un petit peu le tour, mais... écoutez, moi je vois pas de différence en tout cas notable par rapport aux autres années, par rapport aux autres éditions. Je pense qu'il y a une belle entente et puis une diversité de stands et de produits dont les gens peuvent profiter, donc c'est l'essentiel.
Sylvie Meyer, j'aimerais qu'on revienne sur une anecdote que vous m'avez racontée quand je vous ai appelé, parce que visiblement d'avoir écrit au-dessus de sa tête champagne quand on vend du vin d'Alsace, ça peut prêter à confusion. Effectivement, on m'a demandé une flûte de champagne. Et ça vous a pas fait plaisir? Je leur ai servi une flûte de crément. Voilà, c'est tout. Mais justement, elle est amusante cette anecdote. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte de confusion des identités entre le champagne, le crément, je ne sais quoi, avec cette nouvelle région qui réunit effectivement différents types de vins, notamment des vins effervescents comme le crément? Madame Grémillet, et puis vous pourrez répondre. Non, je pense que chacune des régions va garder son identité et tout le monde va demain continuer de savoir où est l'Alsace, où est la Champagne. Il n'y aura pas de confusion avec le champagne et les autres produits de la région? La confusion, elle pourrait être aujourd'hui sans même avoir cette fusion. Je crois que les deux produits sont complémentaires. L'essentiel, c'est qu'on a d'abord des valeurs communes avec des valeurs de terroir, des notions de terroir, de savoir-faire. Et puis chacun évoque des choses différentes à travers le monde, enfin notamment pour le champagne, puisque le crément a encore un peu de chemin à faire, j'avais envie de dire, pour s'exporter autant que le champagne, mais pour moi c'est plutôt une complémentarité qu'une concurrence. Sylvie Meyer, de toute façon, le vin d'Alsace ne communique pas d'abord sur le crément. C'est ça, on a d'autres cépages à mettre en avant aussi. Donc c'est plutôt les vins tranquilles. C'est plutôt les vins tranquilles, le crément représente une part importante déjà, oui. Mais l'Alsace, c'est avant tout, c'est les cépages, les Gewürztraminer, les Riesling, les Pinot Gris, les Pinot Blancs, je peux vous faire toute la liste. Hein. Mais on communique beaucoup sur ça aussi. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a vu avant, on avait des éleveurs qui étaient en difficulté, des céréaliers qui se posaient questions. La viticulture, c'est quand même un secteur qui roule. Vous me permettez de dire comme ça, oui. Même qui se porte bien, même si je sais que vous êtes toujours un peu méfiant de se dire il faut protéger ça. Regardez, les chiffres d'affaires sont quand même assez différents. Le vignoble champenois, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même 10 fois supérieur à celui du vignoble alsacien. Qu'est-ce que vous pouvez néanmoins vous apporter les uns les autres? C'est qui commence? Je vois deux synergies essentielles. Hein. Nous, on a tout à apprendre de l'Alsace concernant le no-tourisme, puisque c'est chez eux vraiment quelque chose de culturel, d'ancré dans les façons de faire. Alors nous, on y vient peu à peu. Mais tourisme lié au vin, je le rappelle, c'est une évidence. Voilà, tout à fait. C'est un mot un peu l'accueil dans les caveaux, et puis toutes les structures qui vont autour, hein, d'hôtellerie, de restauration. Nous, avec le classement à l'UNESCO récent, je pense que ça va donner certainement un coup d'accélération et qu'on va y venir. Mais voilà, on a tout à apprendre de ce point de vue-là. En tout cas, qu'on pousse plus facilement la porte d'un caveau de vin alsacien que de la grande porte d'une maison de champagne. Il y a peut-être un rapport, Sylvie Meyer, plus spontané de la part du consommateur? C'est vrai. Bon, en Alsace, nous avons la route des vins aussi qui date de 60 ans déjà. Donc ça, c'était raconter un petit peu comment ça se passe en Alsace, parce que moi je connais, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Mais tout le monde peut rentrer dans toutes les caves, il suffit d'ouvrir, de pousser la porte. Et n'importe quand, on peut vous déranger pendant que vous déjeunez, enfin ça passe tout le temps. Ça arrive, hein, oui, quand on est là. Non, mais quand on est là, et puis... mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait depuis des dizaines d'années, hein, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et c'est vrai que l'énotourisme, on le pratique tous les jours. Contrairement à la Champagne qui mise peut-être sur d'autres créneaux, hein, mais nous c'est vraiment la vente, l'accueil au domaine. Hein. C'est cette spontanéité que doit apprendre la Champagne, si je comprends bien. Je pense parce que c'est peut-être qu'il y a eu une partie à vivre sur nos acquis ou à se dire effectivement le mot Champagne est connu mondialement et il a cette aura que peu d'appellations ont. Il résonne un petit peu comme un mot magique, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers et effectivement continuer de le faire connaître. Sylvie Meyer, on voit que la Champagne peut apprendre le no-tourisme de l'Alsace. Qu'est-ce que l'Alsace pourrait apprendre de la Champagne selon vous? Peut-être la force à l'export qu'on n'a pas encore. Enfin, nous personnellement déjà, voilà. Après d'autres grandes maisons s'y sont mis déjà. Vous exportez quoi? Combien vous de... Nous c'est très peu, ça représente même pas 2%. Donc, Et vous, Anne Grémillet? Nous, c'est 50%. Ah oui, voilà. Effectivement, oui. Bon, après, tous les domaines alsaciens n'exportent pas que 2%. Certains sont à l'export. Mais effectivement, des maisons familiales comme la vôtre, il y en a énormément. Énormément. Il y a plus de 1000 vignerons en Alsace. Hein. Et les gens, finalement, viennent à vous, donc pas besoin d'envoyer les bouteilles à l'autre bout du monde? Non, justement, moi, c'est ce que je préfère. Hein. Voilà. Mais peut-être que les champenois vont pouvoir vous apprendre effectivement une autre méthode. Philippe Mangin, cette synergie possible entre les deux vignobles, vous y croyez? J'y crois beaucoup et elle vient d'être très très bien résumée. Je crois que le vignoble français, il gagnera toujours à jouer groupé à l'exportation. En venant avec une offre diversifiée dans les grands pays
qui sont quand même très concurrencés par les vins du Nouveau Monde. On a intérêt à venir avec un catalogue et avec plusieurs vignobles. Et donc cette complémentarité Alsace-Champagne, moi j'y crois beaucoup sur les marchés à l'exportation. Vous avez vraiment raison de le rappeler. Et puis cette culture qui est celle de l'Alsace, toutes ces traditions qui sont les vôtres, etc., je crois peuvent apporter à la Champagne des réponses en matière de tourisme et de notoriété tout à fait intéressantes. Encore plus depuis que vous êtes patrimoine de l'UNESCO, où il y a toute une politique derrière à construire pour la valoriser auprès des touristes notamment. Mais alors du coup, de la part d'un conseil régional, on se dit, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être aidées? Ça a l'air d'aller bien, mais elles ont peut-être quand même des demandes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un conseil régional? C'est vrai que nous, alors jusqu'à présent en tout cas, Champagne-Ardenne, à titre personnel, on n'a jamais fait appel à la région en termes d'aide. On fait davantage appel aux aides européennes, telles Agrimer, pour notamment le développement à l'export. C'est-à-dire qu'on vous aide à payer des billets d'avion, des salons, des tout types d'animations. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que voilà, on n'est pas encore, en tout cas, ni une grande marque, ni une multinationale, et on a besoin d'avoir. Mais le champagne se porte bien, les vins d'Alsace aussi. Est-ce que la région doit investir de l'argent pour ce type de choses? En tout cas, il y a un enjeu pour le vignoble champenois notamment, c'est celui du maintien de son mode d'organisation. Ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est quand même vraiment le pari qu'il vous faut faire, de le maintenir à tout prix, quelle que soit la volonté des uns et des autres. Parce que c'est quand même un peu fragile ou fragilisé par le poids des grandes marques, des grands groupes, etc. Est-ce que vous craignez aussi une concurrence croissante pour le champagne? Est-ce que vous craignez une concurrence croissante pour le champagne? En tout cas, le contexte international est de plus en plus concurrentiel. D'où la nécessité de maintenir ce mode d'organisation, toute cette notoriété, la défense de la marque Champagne qui demande beaucoup de moyens et qui aujourd'hui est possible grâce à l'interprofession telle qu'elle est organisée. Ça, je peux vous dire que la région vous aidera à le maintenir parce que c'est la chance de votre vignoble. Un grand merci, ça va très vite, vraiment très vite. On a fini sur cette dernière et troisième partie. Un grand merci mesdames, bonne fin de salon, c'est demain la fin. On vous souhaite le meilleur. Une dernière question Philippe Mangin, on a parlé de l'importance du champagne, on parle de l'importance de l'Alsace. Est-ce qu'on peut oublier Champagne et Alsace dans le nom de la future région? Je parlais des vins là, et de l'identité, en 2 mots. En tout cas, jamais nous manifesterons la volonté de gommer l'entité des 3 anciennes régions. D'ailleurs, vous avez vu sur les stands, la Lorraine, c'est devenu une marque pour beaucoup de produits. Meuse et Merveille, c'en est une autre, etc. On ne va pas gommer tout ça, surtout pas d'ailleurs. Alors, pour revenir à ce nom de la nouvelle région, laissons toutes les forces vives, et d'ailleurs les médias aussi, réfléchir, travailler sereinement. Et bien, ce nom de la nouvelle région, ce sera aussi le thème de notre prochaine Voix est libre régionale. Ce sera le 19 mars, Vincent. Nous serons en direct depuis les studios de Strasbourg. On devrait connaître normalement à ce moment-là les 3 noms qui seront soumis au vote de la population. Évidemment, il faudra en choisir un seul. Merci Géraldine, on se retrouve donc le 19 mars pour une nouvelle émission à 11h30. C'est dans 15 jours pour une Voix est libre Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Merci encore à vous mesdames, merci encore à vous Philippe Mangin. Merci aussi aux équipes techniques de France Télévisions particulièrement mobilisées sur ce salon. Et puis très bon week-end sur France 3. Il y a Mathieu qui n'est pas loin, on va vous retrouver Mathieu. Et puis vous les attendez avec de très belles choses. Merci, on va le rejoindre. On va aller le rejoindre, Géraldine. je crois, il est temps. Merci à tous, très bon week-end sur France 3.